Quel sacré morceau que ce Psycho Beach Party! À la frontière entre le beach movie des années 50-60, le whodunit, le film camp et le slasher, Psycho Beach Party est un ovni parmi la production horrifique du début des années 2000. S'il se présente bien comme une variation du slasher, Psycho Beach Party est avant tout un produit hybride, à la frontière entre plusieurs genres. Sorti la même année que le troisième opus de la franchise Scream, Psycho Beach Party arrive en queue de comète de la troisième vague de slasher, à savoir la vague de néo-slasher. Le slasher est un genre qui emprunte au whodunit à la Agatha Christie et Marie Robert Reinhardt, au crimi allemand mais aussi au gialli. Si les prémices du genre sont présentes dès les années 20 dans la littérature ou encore à travers des longs métrages tels que The Bat, les racines du genre sont en constante évolution et ce jusqu'aux années 50, à travers des productions telles que 13 Women ou encore House of Wax. Cependant, c'est seulement à partir des années 70 que le slasher se positionnera comme un sous-genre à part entière. Ainsi, il commencera véritablement à définir ses codes, son mode opératoire à travers des longs métrages tels que Black Christmas, sorti en 1974. 4 ans plus tard, il se popularisera grâce au Halloween de John Carpenter, pour devenir l'un des genres les plus prolifiques du début des années 80. La quantité de slashers produits durant la première moitié des années 80 fut telle que l'on nommera cette période l'âge d'or du slasher. Cette vague de l'âge d'or du genre définira durablement les tropes du slasher pour le meilleur et parfois pour le pire. Elle prendra fin entre 1984 et 1986, avec des productions à la qualité malheureusement décroissante. Enfin, bien que majoritairement présent aux États-Unis, le slasher connaîtra tout de même des déclinaisons dans le monde entier, et ce durant la fin de l'âge d'or. C'est pendant cette phase de déclin que Wes Craven proposera une nouvelle variation, une hybridation du genre pour les slashers déjà installés mais aussi les futures productions à venir. Ainsi, avec son boogeyman Freddy Krueger, il inclura le fantastique dans le slasher. Et si la menace réside toujours au cœur des quartiers résidentiels américains, le tueur tue quant à lui à travers les cauchemars des adolescents et adolescentes d'Elm Street. Avec Krueger, les boogeymen deviendront plus téméraires car bénéficiant d'une aide surnaturelle. Et contrairement aux autres vagues, les slashers fantastiques ne connaîtront pas de réel déclin, car leur influence est toujours présente dans les slashers contemporains. Passé cette seconde vague, l'ombre des slashers planera sur la production horrifique, même s'ils se feront moindres. Car le slasher est avant tout un produit d'exploitation facile à produire pour un coût minime. Et ce, en offrant au public des longs métrages pas toujours qualitatifs, n'en déplaise à nos pauvres rétines. Entre 1986 et 1990, les bons slashers se feront rares. Le genre est pour ainsi dire en veille. Mais ça, c'était sans compter l'arrivée d'une nouvelle vague, celle des néo-slashers. Au début des années 90, des films tels que Popcorn ou encore Freddy sort de la nuit viendront semer les graines d'un tout nouveau souffle pour le slasher. Cependant, c'est véritablement à partir de 1996, avec le Scream de Wes Craven, que le slasher reviendra en force. Les codes poussiéreux des slashers de l'âge d'or sont ainsi réactualisés avec de nouveaux tropes, un recul sur le genre, mais aussi et surtout une palette de personnages plus actuels et incarnés, et notamment du côté des personnages féminins. Cette vague sera bien moins prolifique que celle prenant place dans les années 80, les productions de néo-slashers tentant de créer de pâles copies de Scream sans jamais vraiment l'égaler. Tout comme celle de l'âge d'or, cette vague ne durera que quelques années. 4 ans en tout et pour tout, puisqu'elle rendra son dernier souffle avec le troisième opus de la franchise Scream sorti en 2000. Grande crainte des adolescents de Scream 1 et mobile hypothétique pour Randy, le passage à l'an 2000 ne sera donc pas favorable au genre. Ainsi, Psycho Beach Party pointe donc le bout de son nez dans une période qui n'est pas propice pour les émules du slasher. Mais avant de devenir ce produit hybride à la frontière entre les genres, Psycho Beach Party s'illustrait sous la forme d'une pièce de théâtre de Broadway créée par Charles Bunch. Cette pièce sortie après la fin de l'âge d'or des slashers, soit en 87, fut d'abord intitulée Gidget Goes Psychotic, pour finalement prendre le nom de Psycho Beach Party pour cause de droit d'auteur. Dans cette première version, Charles Bunch campait le rôle principal, celui de Chiclet, une jeune ado troublée rêvant d'intégrer l'équipe de surf. Et si ici Charles Bunch n'est plus la tête d'affiche, il est toujours présent dans cette nouvelle version de Psycho Beach Party. Ici, c'est Lauren Ambrose, bien moins connue à l'époque, révélée par la série Six Feet Under, qui donne de sa personne afin de faire vivre le personnage haut en couleur de Florence. Elle est aujourd'hui une figure importante du paysage horrifique télévisuel où elle tient des rôles majeurs, dans des séries telles que Servante ou encore plus récemment Yellow Jackets. Ici, c'est le réalisateur Robert Leaking qui se lancera dans ce projet unique. D'abord connu pour son court-métrage The Disco Year, il participera au film à sketch Boy's Life, Free Story of Love, Lust and Liberation, et réalisera par la suite Bad Actress. Et c'est en compagnie de Charles Bunch que Robert Leaking se lancera dans la réalisation de ce Psycho Beach Party avec un petit budget de 1,5 million de dollars.
Bien que sorti au début des années 2000, Psycho Beach Party est un pur produit des années 90 avec un casting de stars de la télévision en pleine ascension. On retrouvera ainsi Amy Adams dans le rôle de la frivole Marvel Ann, qui interprète ici l'un de ses premiers rôles au grand écran. La même année, elle apparaîtra dans la série Buffy dans le rôle de la cousine Beth. Grande figure du cinéma contemporain, on la retrouve aujourd'hui dans des films de genre tels que le très bon Night Beach sorti en 2024. Mais elle n'est pas la seule actrice de Buffy contre les vampires à participer au projet. Hé, petite tête, c'est qui le type dans la voiture à côté, tu le connais? Comment je le connais? Il se fait appeler Starcat. Nicolas Brandon interprète ici le rôle du love interest de la jeune Florence. Lui qui campait l'une des figures emblématiques du Scooby Gang en la personne de Xander dans les 7 saisons de Buffy contre les vampires. La mère de Florence est quant à elle portée à l'écran par Beth Broderick, figure iconique des années 90 grâce à son rôle de tante Zelda dans la série Sabrina l'apprentie sorcière. La série était d'ailleurs toujours en production lorsque Psycho Beach Party est sorti en salle. Et enfin, le leader du fameux groupe de surf qui rêve d'intégrer Florence n'est autre que Thomas Gibson, interprète de Greg dans la série populaire des années 90, Dharma et Greg. On retrouve donc un casting saut 90 qui se donne à 100% dans le surjeu et ne laisse jamais l'occasion aux spectateurs d'en perdre une miette. Ainsi, Psycho Beach Party se veut satirique sur les genres qui limitent tout en rendant hommage aux séries B et aux beach movies. Et ce, à la manière du très bon Panic à Florida Beach de Joe Dante. Le tout dans une énergie bien plus camp, quoique plus sage que celle du cinéma de John Waters. Et si Psycho Beach Party emprunte à la vague de beach movie des années 50-60 produits à destination des adolescents, il se rapproche plus de cette mini-vague de films de série B sortis dans les années 60 qui surfaient entre les films d'exploitation et les beach movies. Ces productions reprenaient le canevas des beach movies traditionnels tout en leur donnant une touche de what the fuck en les mixant aux films de monstres. On pourrait notamment mentionner The Horror Beach Party sorti en 64 et réalisé par Del Tenney. Producteur exécutif sur Voulez-vous connaître un secret, très mauvais rip-off de Souviens-toi l'été dernier. Considéré comme l'un des pires films jamais réalisés, The Horror Beach Party nous embarque dans les mésaventures d'un monstre aquatique en quête de sang, tandis qu'une bande de jeunes abrutis ne pense qu'à danser et se rouler des pelles sur la plage. Ainsi, The Horror Beach Party, c'est de la musique, de la danse, du fun, un monstre en carton-pâte et des jeunes un peu cons, tout ce qu'on aime finalement. Cependant, même dans des produits tels que The Horror Beach Party et sa folie aquatique, le cadre reste tout de même très hétéronormé. Et ici, Psycho Beach Party remet au goût du jour et réactualise les productions très normalisées et lisses de cette période-là. Il sort ainsi du cadre hétéronormé pour nous offrir une fabuleuse compilation. Le tout en tendant finalement plus vers les premiers proto-slashers sortis avant les années 60, ne serait-ce que dans son utilisation du whodunit à l'ancienne. Tout comme le proto-slasher des années 40 The Spiral Staircase, Psycho Beach Party met en scène un tueur qui ne vise que des personnes en situation de handicap, afin de faire péter le body count. Et loin de la palette de personnages habituels du beach movie auquel il rend hommage, Psycho Beach Party offre des personnages qui repoussent les codes de la normalité établie et c'est ce qui fait la force de ce long métrage. Mais Psycho Beach Party, c'est aussi un film incroyablement camp. En 1964, Susan Sontag définira les bases du camp dans son essai Notes on Camps. Elle proposera un premier jet de définition autour de ce terme tant utilisé aujourd'hui, notamment dans le domaine du 7e art. Cependant, le camp est avant tout un phénomène esthétique de stylisation selon elle. Elle dira « c'est une façon de voir le monde comme un phénomène esthétique. Le camp ne fonctionne pas en termes de beauté, mais en termes de libération de l'artifice, de la stylisation. L'essence du camp, c'est un amour du contre-nature, de l'artifice et de l'exagération. Ainsi, le camp se veut subversif, il est par ailleurs très présent dans la culture underground. Il fait fi du bon goût établi en bravant tous les excès, se délectant par la même occasion d'une forme de mauvais goût si précieuse aux amateurs de cinéma de genre. Cependant, bien que considéré comme un art kitsch ou de mauvais goût, il serait bien dommageable de croire qu'être une œuvre camp signifie ne pas être une œuvre majeure qui mérite l'admiration. Ainsi, le camp nécessite une oscillation parfaite entre l'exagération, le fantastique, la passion et la naïveté. C'est l'amour de l'exagéré, des choses étant ce qu'elles ne sont pas. Encore une fois, Susan Sontag dira « Le camp tourne le dos au jugement esthétique ordinaire. Le camp ne prétend pas que le bien est mauvais ou que le mal est bien. Ce qu'il fait, c'est offrir à l'art un ensemble de normes supplémentaires différentes. Le camp, c'est une expérience toujours esthétique du monde. Il incarne une victoire du style sur le contenu, de l'esthétique sur la morale, de l'ironie sur la tragédie. Ainsi, le camp implique un nouveau rapport au sérieux plus complexe. On peut parler du frivole du sérieux. C'est avant tout un mode de jouissance, d'appréciation et de non-jugement. Le camp est une sorte d'amour, l'amour de la nature humaine. Il savoure plutôt que de juger les petits triomphes et les intentions maladroites du caractère. Toujours selon Susan Sontag,
Sontag, le style camp a une affinité particulière pour certaines formes artistiques, comme la mode et tous les éléments visuels de décoration, tout en appuyant sur un point, le camp n'est pas naturel. Il n'est pas présent dans la nature et est forcément construit et créé par l'homme. Le mouvement Art Nouveau est par exemple une forme d'art décoratif camp dans ce qu'il propose. Elle évoquera aussi par la même occasion un élément non négligeable. Le canon camp peut évidemment changer avec le temps, et ainsi des œuvres qui n'étaient pas considérées comme camp lors de leur sortie pourront a posteriori être revues en tant que telles. Dans son essai, Sontag définit deux types de camp, le pure camp, le camp naïf, qui n'a pas forcément conscience d'être camp et illustre une forme d'innocence dans sa démarche, en opposition à un camp plus délibéré, qui est bien conscient d'être dans ce type de canon et en maîtrise totalement les codes esthétiques. Les productions de John Waters sont de cet ordre-là. Ces films sont conçus pour être excessifs et choquants. Tout comme le cinéma de Waters, Psycho Beach Party appartient au second type de camp. Il est volontairement théâtral et poussé dans les excès. Ses personnages sont tous exagérés et outranciers, et ce pour notre plus grand plaisir. Psycho Beach Party figure parmi une vague de films camp sortis entre les années 90 et 2000, tels que Jawbreaker ou encore Drop Dead Gorgeous. Des films souvent boudés par la critique lors de leur sortie car jugés de mauvais goût ou ne répondant pas aux codes cinématographiques normalisés. Mais comme le dit si bien Susan Sontag, le camp affirme que le bon goût n'est pas simplement du mauvais goût, qu'il existe effectivement un bon goût du mauvais goût. Ainsi, la découverte du bon goût du mauvais goût peut être très libératrice. Je sais pas trop. Tu trouves pas que ça m'épaissit le cou, toi? Oh, c'est pas ce que vous croyez. On cherchait des costumes pour l'exorcisme. Enfin, qu'en est-il de Psycho Beach Party aujourd'hui? Eh bien, progressivement, le long métrage regagne ses lettres de noblesse. Il séduit un nouveau public de par son affiliation aux slashers qui sont quant à eux face à une nouvelle vague hybride. Mais pas que. Psycho Beach Party, c'est avant tout un film dense en avance sur son temps. Un long à l'ambiance camp à nouveau mis en avant. Et ce, dans une époque contemporaine où le camp n'est plus seulement présent dans la culture underground. Le goût du camp débarque en grande force sur nos écrans, nos télés et devient progressivement du mainstream. Le camp contemporain est ainsi moins naïf, moins rebelle, mais il n'est pas pour autant moins jouissif. Et c'est dans ce nouveau contexte bien plus propice à accueillir la douce folie de l'œuvre de Charles Bunch que la pièce originale est à nouveau à l'affiche, et ce depuis 2011. Plus qu'un film qui oscille entre les genres, Psycho Beach Party s'impose comme une véritable capsule temporelle des années 90, qui repousse les normes établies pour notre plus grand plaisir. Alors laissez-vous prendre par la folie du long métrage.